Alors bonjour tout le monde. Plaisir de vous accueillir, aussi bien les personnes en ligne que les personnes en présence. Aujourd'hui, au CIRST, on accueille Sophie Dupin, que je vais présenter, qui est à ma droite. Donc, Sophie est professeure adjointe au département d'information et de communication de l'Université Laval, du Québec. Elle est titulaire d'un doctorat en communication de l'Université McGill et elle a réalisé deux postdoctorats à l'Université d'Amsterdam et à l'Université Concordia. Alors, elle est d'abord spécialisée en technologie de l'information et en développement international, puis elle a orienté ses recherches au croisement des études en communication et en STS, pour s'intéresser notamment à la manière dont les sociétés civiles des Sud et des Nord s'emparent des technologies à des fins de justice sociale. Dans le cadre de ses travaux, elle mobilise des approches critiques pour analyser le numérique et les technologies, avec pour objectif, entre autres, de comprendre comment les technologies numériques peuvent constituer des terrains de négociation au sein de luttes sociales et politiques. Alors, Sophie, sans plus tarder, je te donne la parole pour une quarantaine de minutes et puis on aura comme ça une trentaine de minutes pour les échanges. Et merci. Alors, je vais juste partager mes diapos. Alors, ça va? On voit bien? Ouais, c'est super. Excellent. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous cet après-midi. Alors, en fait, je vais débuter ma présentation par une histoire, une courte histoire, qui, comme vous allez le voir, explique bien... Un écho, donc, c'est ça. Alors, qui explique bien, en fait, l'objet de recherche sur lequel j'ai travaillé durant ma thèse de doctorat. Et ce que je vous présente, c'est une partie de ma thèse de doctorat, mais également, bon, je suis en train de retravailler les chapitres de la thèse pour rédiger un livre. Donc là, je suis en train de modifier un peu les chapitres de livre. Donc je vous présente, c'est ça, je vous présente le tout. Alors, on commence par l'histoire. Alors, nous sommes en juillet 1990. Susan Tshabalala est une commandante de Umkhonto Wesizwe, qui est la branche armée du Congrès national africain, donc le parti politique de Nelson Mandela. Et elle a infiltré un bureau à Johannesburg. Alors, elle est assise à une table et elle détient une petite enregistreuse collée à un téléphone fixe. Et plus tôt, dans la matinée, Susan Tshabalala a rédigé un message sur un ordinateur localisé dans une maison d'un couple de Canadiens, les Douglas, qui agissent comme des agents doubles pour le mouvement anti-apartheid. Alors, c'est grâce à une disquette chiffrée sur laquelle se trouve un algorithme de chiffrement symétrique qu'elle va être en mesure de chiffrer son message. Alors, cette disquette a été infiltrée quelques mois auparavant par Antoinette, que l'on voit ici, une agente de bord hollandaise pour la compagnie KLM, qui agit aussi comme agente double pour le mouvement anti-apartheid. Alors, une fois le message rédigé et chiffré, elle le fait passer par le port de série de l'ordinateur à un modem accoupleur acoustique. Et donc, les données numériques sont ainsi converties en ondes sonores qui sont par la suite capturées sur une petite enregistreuse. Alors, le même dispositif qu'elle tient présentement sur le récepteur téléphonique. Alors, à l'autre extrémité, à Londres, en Angleterre, un téléphone est connecté à un répondeur téléphonique spécialement configuré par le combattant pour la liberté et hacker Tim Jenkin dans le but de recevoir un message crypté de l'Afrique du Sud. Alors, à partir de son ordinateur, Jenkin joue le message audio à travers un modem à coupleur acoustique similaire à celui qui a été utilisé par Tshabalala. Et donc, cette procédure permet de convertir le son d'un signal analogue à un signal numérique, permettant ainsi de déchiffrer les données à l'aide d'une disquette sur laquelle se trouve le même algorithme de chiffrement symétrique que Tshabalala a utilisé.
Et donc, à la fin de ce processus, une simple chaîne de texte en clair apparaît sur l'écran d'ordinateur de Jenkins. Et donc, le message se lit comme suit. Et je vous le lis en anglais. Pourquoi? Parce que il provient en fait du matériel d'archives que j'ai collecté durant mon doctorat. Alors, very urgent, very urgent, very urgent. Please pass this to Lusaka immediately. This morning, it looks like Paula has been taken by the police. Big problems with the comms or communications because it seems that Paula was in the habit of carrying around the program disk and the files. Et donc, après avoir lu le message, Jenkins répond rapidement, encore une fois, je vous le lis, le message en anglais. Oh dear, it will indeed be serious if the enemy gets the disk, as then they will be able to undo all previous messages sent using it. Dear me, what are we going to do? Alors, à la lecture du message, Jenkins comprend rapidement qu'il doit être transmis à Lusaka, en Zambie, où il peut être lu par la haute direction du Congrès national africain. Et donc, Jenkins répète le processus de chiffrement et le transmet le message à Lusaka, où 2 militantes néerlandaises nommées Lucia Radschedlers, que l'on voit à l'écran, et Ineke Vos, que l'on ne voit pas à l'écran, donc reçoivent le message chiffré, le déchiffrent une fois de plus et l'impriment sur papier. Donc, un courrier ramasse le message et se dirige vers le centre névralgique de l'ANC, où la haute direction du parti va en prendre connaissance. Et donc, puisque le système de communication relie les continents africains, européens et nord-américains, Jenkins transmet le message au bureau du Zimbabwe, des Pays-Bas, du Canada, les informant de la situation critique et leur demandant de rester sur le qui-vive pour recevoir d'autres informations. Alors, cette introduction raconte comment des combattantes et des combattants de la liberté en Afrique du Sud et leurs camarades internationaux ont déployé des connaissances techniques pour lutter contre le régime de l'apartheid, révélant ainsi la relation complexe entre l'anticolonialisme ou une posture anticoloniale et une pratique technologique, communicationnelle et infrastructurelle. Donc ici, juste quelques petites précisions avant de continuer. Vous allez voir que parfois j'utilise l'expression lutte de libération nationale et des fois lutte du mouvement anti-apartheid. Donc, lutte de libération nationale, c'est principalement utilisé en fait par les acteurs et les actrices que j'ai interviewés en Afrique du Sud, qui ont conçu ce à quoi ils ont participé comme étant une lutte anticoloniale et une lutte de libération nationale, tandis que le mouvement anti-apartheid, on le comprend davantage comme faisant partie des mouvements qui étaient à l'extérieur de l'Afrique du Sud et qui supportaient le mouvement de libération nationale. Donc, vous allez voir, des fois, j'utilise ces deux expressions de manière interchangeable, mais voilà, je voulais juste donner un petit mot à ce sujet. Et aussi, ce qui est important de comprendre, c'est que l'apartheid s'était conçu, notamment par le Congrès national africain, par l'ANC, comme un colonialisme d'un autre type. Alors, en anglais, on dit « a colonialism of a different type », donc un différent genre. Donc, c'est pour ça que, en fait, moi, je situe ce mouvement-là dans une posture ou dans des théories, des approches anticoloniales. Et on va y revenir. Donc, dans la foulée des indépendances des pays asiatiques et africains, ainsi que suite à la victoire de Fidel Castro et de Che Guevara à Cuba en 1959, l'anticolonialisme, une posture anticoloniale, a été ravivée pour devenir la position politique dominante de la deuxième partie du 20e siècle parmi l'entité politique que l'on a appelée le tiers-monde. Et donc, le tiers-monde s'opposait un peu au deuxième monde, qui était davantage qu'on référait au bloc soviétique, et le premier monde, pardon, que l'on référait plus à l'Occident. Et ensuite, ces catégories-là ont évolué et, en termes de signification. Mais donc, moi, je m'inscris dans ces significations d'époque.
Donc, l'anticolonialisme ou une posture anticoloniale est bien plus qu'une simple opposition au colonialisme ou au colonialisme de peuplement, hein, comme l'apartheid était. Il s'agit d'une riche tradition de pensée politique qui a été sous-étudiée dans les études postcoloniales, d'une part, et qui continue d'être éclipsée aujourd'hui dans le cadre de l'actuel tournant décolonial. Et donc, Priyam Vada Gopal, nous demande de nous réengager sérieusement avec la pensée anti-coloniale. Et elle nous dit qu'aucun appel décolonial, et là, je vous le lis en anglais, j'ai juste la citation en anglais, donc vous me pardonnerez, mais can really be fleshed out meaningfully without reference to the great movement of resistance, rebellion, and opposition to empire, which played a key role in initiating decolonization. Alors, donc, mes recherches tentent de rendre visible cette pensée, cette praxis sur le plan des infrastructures de communication, notamment, en renvoyant plus largement aux traditions radicales noires, caribéennes et africaines, notamment, mais pas exclusivement. Et donc, dans le livre là, que j'essaie de constituer, donc, ce que je veux faire, c'est vraiment examiner la relation entre justement une posture anticoloniale et les infrastructures de communication qui sont matérielles, physiques et humaines. En utilisant l'étude de cas du comité technique de l'ANC, donc qui a été responsable du développement du réseau de communication chiffré que je vous ai présenté en introduction. En fait, de sa création dans les années 50 à son intégration institutionnelle à la mi des années 90, lors de l'arrivée au pouvoir de l'ANC. Alors, en retraçant une micro-histoire, parce que c'est vraiment uniquement une micro-histoire de la communication, qu'on peut aussi peut-être insérer dans la pensée et dans les études en sciences et technologies, je rends visible une tradition de contestation engagée et vivante où des combattants et combattantes de la liberté se sont vraiment tournés vers la technologie et d'autres formes d'infrastructures de communication pour faire avancer leur lutte. Et donc, ce que j'essaie de montrer, d'avancer, c'est que les connaissances et les artefacts techniques développés dans le cadre du comité technique de l'ANC ont été marqués aussi par des circonstances de leur production, c'est-à-dire dans des circonstances de répression, d'exil, parce que plusieurs étaient en exil, et également de fugitivité ou de clandestinité. Alors, dans ce contexte, les artefacts technologiques et l'infrastructure de communication qui est développée, en fait, elles n'ont pas été vraiment utilisées pour rivaliser contre d'autres nations, contre d'autres États, là, ou entre partis politiques. Quoique, bon, en tout cas, on peut y revenir, là, mais ou pour dominer le marché, mais elles ont été utilisées véritablement pour favoriser l'émancipation d'un peuple. Alors, ces derniers, les artefacts, puis vous allez voir, je vais vous en présenter d'autres rapidement, ont été principalement éphémères, puisqu'ils ne devaient pas nécessairement durer dans le temps. Il n'y a jamais vraiment été question de commercialiser, par exemple, le réseau de communication chiffrée que je vous ai présenté, ou d'en faire un projet d'État. Ce projet ou ces projets de communication devaient être utilisés jusqu'à ce qu'ils ne soient plus considérés comme pertinents. Alors, ce que j'essaie d'examiner et aussi de démontrer, donc, c'est que le mouvement de libération sud-africain a été impliqué dans l'histoire de la technologie, de la science et de la technologie et de la communication. Et c'est véritablement un retour dans les archives et dans l'histoire orale qui me permet de raconter cette micro-histoire qui est riche d'enseignements. Alors, donc, le livre, mais aussi un peu la dissertation, mais le livre, j'essaie de le situer à la croisée de deux stéréotypes. De un, l'image du continent africain
comme définie par un manque d'innovation technologique et l'image de la science et de la technologie qui est soit transférée par l'Occident sur le continent africain ou bien, à l'époque, transférée par le bloc soviétique et ou la Chine. Alors, comme avec tous les stéréotypes, hein, aucun d'entre eux ne représente fidèlement la complexité des phénomènes auxquels ils sont appliqués. Et donc, en reconsidérant l'histoire de la lutte contre l'apartheid, du mouvement de libération nationale, ce que j'essaie de faire avec le livre que je suis en train de constituer, c'est vraiment de penser, de repenser le continent africain comme une géographie de lutte technologique et infrastructurelle durant la guerre froide et non d'absence. Et donc, ce livre va essayer de montrer que le continent africain était connecté au reste du monde sur le plan technologique et en termes d'infrastructures de communication. Alors, il ne s'agissait pas d'un point noir dans la toile mondiale de la société en réseau, comme l'a écrit Manuel Castel dans sa trilogie sur la société en réseau. Le continent africain, à travers notamment le réseau de communication chiffré, était connecté au niveau international avec ce que Tim Jenkin, l'un des développeurs principaux du réseau de communication, a appelé de manière rétrospective notre Internet privé ou Our Own Private Internet, comme il l'a dit. Alors, en mettant l'accent sur l'ingéniosité, l'inventivité du mouvement de libération en matière de communication technologique et d'infrastructure, je dissipe aussi certains préjugés développementalistes selon lesquels la connaissance et la sophistication technologique et infrastructurelle sont absentes des peuples colonisés en Afrique et ailleurs, ou leur sont extérieures. Alors, pour ce faire, donc je documente le prototypage d'une variété de technologies de communication et d'infrastructures qui les accompagnaient et qui ont été développées dans des conditions d'oppression et de pénurie. Alors, ce qu'on en vient à comprendre, c'est que ces expérimentations étaient clandestines, étaient secrètes, étaient fugitives, plutôt que visibles et facilement accessibles au public. Alors, c'est vraiment en retraçant l'histoire de ces systèmes de communication éphémères et fugitifs que j'essaie d'éclairer la relation entre la posture anticoloniale et les infrastructures de communication. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est, parce que vous m'avez beaucoup entendu parler d'infrastructures fugitives ou d'utilisation du terme fugitif. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est j'essaie de replacer cette histoire dans le contexte et le rôle des infrastructures dans le colonialisme, l'apartheid, et aussi dans la lutte anticoloniale, ainsi que dans un contexte de fugitivité et de marronnage. Donc, tels qu'ils ont été pratiqués et théorisés dans les traditions radicales noires africaines et caribéennes notamment, mais pas uniquement. Et donc en fait, ça contredit la croyance selon laquelle, et comme je l'ai un peu mentionné, selon laquelle le continent africain est justement dépourvu d'expérimentation technologique et infrastructurelle, et aussi souligne le rôle des combattants de la liberté et où l'un est associé au mouvement de hackers contemporains dans ce projet. Alors, donc, j'essaie d'intervenir dans l'histoire des études sur la science et la technologie. Donc, rentrons justement dans les infrastructures fugitives ou comment je conçois les infrastructures fugitives. Alors, en fait, ce que j'essaie de proposer, c'est le concept d'infrastructure fugitive pour éclairer la relation entre l'anticolonialisme et la pratique du comité technique de l'ANC. Alors, je m'appuie sur certains livres, beaucoup en anthropologie. L'anthropologie des infrastructures, il y a eu vraiment beaucoup de livres très, très intéressants qui ont été publiés ces dernières années. Donc, je m'appuie sur la conception de l'infrastructure. Par exemple, ça c'est un article, mais Peoples as Infrastructure, donc les personnes comme infrastructure, ça me permet d'ajouter justement pas juste la matérialité des infrastructures ou leur caractère physique, mais aussi le fait que les infrastructures, sans humains, les infrastructures, elles n'existent pas. Et au niveau
de la fugitivité ou du marronnage. Donc, je vais aussi puiser dans toute une tradition c'est ça, radicale, noire, caribéenne et africaine. Là, je mentionne seulement quelques livres. Et donc, en fait, cette pensée-là, le terme fugitif, par exemple, Neil Roberts, dans son ouvrage Freedom as Marronnage, il nous indique que le marronnage, hein, c'est composé à la fois de la fuite et de la fugitivité. Donc, moi, j'essaie de reprendre l'aspect de la fugitivité pour penser un caractère particulier là, des infrastructures. En fait, lui, sa définition de marronnage, elle est la suivante. Alors, il dit que c'est un groupe de personnes s'isolant d'une société environnante afin de créer une communauté entièrement autonome. Et donc, selon cette perspective, la fugitivité permet de créer un espace de liberté dans un contexte plus large de non-liberté. Ma compréhension des infrastructures fugitives, elles proviennent aussi de et de violence, mais que ça peut être un moyen de transformation sociale. Et puis, en discutant les infrastructures fugitives, elles suggèrent que des mondes alternatifs ont besoin d'infrastructures alternatives. Mm-hmm. Et donc, elle se réfère aussi à elles comme étant assemblées pour faire différentes choses avec différentes personnes et selon différents systèmes de valeurs. Alors, moi, je construis là-dessus. Et puis, ce qui est aussi important de comprendre, c'est que le terme fugitif, il est enraciné dans un contexte historique particulier et dans l'expérience vécue de l'esclavage. Donc, il peut être utile dans un contexte tel que la lutte contre l'apartheid, en particulier parce qu'il fait référence au développement d'une infrastructure secrète, clandestine de résistance. Et donc, la politique qui sous-tend une telle initiative, alors, moi, je prétends qu'elle mérite notre attention. Alors, il s'agit d'une politique qui repose sur le développement d'infrastructures fugitives permettant des actions, notamment des actions de déstabilisation politique, mais aussi pour construire un futur qui est libre, en fait, pour tous et toutes. Mm-hmm. Alors, et ce que j'essaie d'amener, c'est que les infrastructures fugitives sont des composantes essentielles dans tout mouvement anticolonial, dans toute révolution, qu'elles prennent la forme de communautés marronnes dans les collines, les marais ou les terres intérieures d'un pays, le chemin de fer clandestin pour guider les esclaves vers la liberté, ou une infrastructure de communication comme celle qui a lutté contre l'apartheid. Alors, là, je vais vous parler un peu des méthodes que j'ai utilisées. Donc, j'ai fait une collecte de données mixtes qui était basée en fait sur des entretiens semi-structurés. J'en ai fait 39 que j'ai fait en Afrique du Sud, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne et au Canada. Ensuite, j'ai fait des recherches dans les archives en Afrique du Sud, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, et j'ai fait des demandes d'accès à l'information au Canada pour... en fait, je voulais savoir si le gouvernement canadien était au fait de l'existence de ce réseau de communication, puisqu'il y avait un nœud, un chapitre, un point névralgique qui était situé sur une réserve autochtone dans le nord de l'Alberta qui s'appelle Tall Creek. Alors, je voulais savoir si le gouvernement canadien était au courant. Donc, les archives consultées, je vous les mets là. Il y en a quand même quelques-unes. Alors, je vais passer rapidement. Juste un rappel historique très rapide. Donc, c'est l'apartheid en Afrique du Sud, ça a été institutionnalisé par le parti le National Party de 1948 à 1994, mais des formes d'apartheid ont été instaurées, des pratiques se ressemblant, s'apparentant à l'apartheid existaient bien avant 1948.
et on voit par ces deux photos que l'apartheid est très infrastructurel. Donc, ça aussi, c'est flagrant. Et donc, alors c'est ça, rappel rapide, l'apartheid, ça signifie quoi? La séparation en néerlandais et en afrikaans. Pourquoi en néerlandais? Parce que l'Afrique du Sud a été colonisée à la fois par l'Empire néerlandais et l'Empire britannique. Et donc, c'est un système juridique de hiérarchie raciale où, en fait, les Noirs étaient économiquement, socialement, politiquement subordonnés au service des Blancs. Donc, juste un cadre là, pour rappeler ce que c'est. Et là, j'en viens avec, en fait, un peu et rapidement, je ne veux quand même pas trop m'étendre, mais j'en viens au... juste un bref historique pour comprendre comment le comité technique de l'ANC a été créé, en fait. Alors, on voit une photo d'un des membres du comité technique de l'ANC, Ronnie Press. Ronnie Press était un membre du Parti communiste sud-africain. Et en fait, ce sont des vétérans de la Deuxième Guerre mondiale et des scientifiques du Parti communiste sud-africain qui ont créé en fait le comité technique de l'ANC. Et là, je trouvais que l'une des phrases de Ronnie Press était très belle, en fait, très parlante. Alors, il dit, en parlant des comités, hein, pourquoi un peu ils ont constitué un comité, il dit, because there were no scientific tools with which to grasp complexity, socialists and humanists did the best they could. They set up a committee. Alors, je trouvais ça quand même rigolo, mais en même temps, très pertinent. Quand on puise dans l'archive de Ronnie Press, on comprend ce qu'est le comité technique. Alors, il nous dit que, en fait, the Technical Committee was a subcommittee set up by the South African Communist Party. Its job was to provide technical assistance for the African National Congress. Et là, il nous dit, being a scientist, an engineer, and more important still, one who loves to potter, qui bidouille, about making things. I was chuffed, j'étais surpris, j'étais incrédule, to be asked to join the party's group of technical subversives. Et c'est là aussi que provient mon titre, Technically Subversive, ou techniquement subversif. Et là, il nous dit, before this, I had been working freelance, so to speak. Donc, alors le comité technique de l'ANC est créé de manière clandestine en 1953 et en Afrique du Sud, il y a à ce moment-là une effervescence de résistance, particulièrement les femmes noires organisent plusieurs manifestations, on en voit ici. Et en 1960, il y a un terrible massacre, c'est le massacre de Sharpeville. Après ce massacre, en fait, l'ANC décide de lancer des actions de sabotage aussi, suite aux actions de sabotage lancées, l'apartheid, le régime de l'apartheid bannit l'ANC. Et donc, c'est vraiment dans ce cadre-là. Donc, l'ANC bannit, le comité technique aussi est clandestin. Il y a des arrestations majeures qui se font de Nelson Mandela et des autres. Alors là, une partie des membres du comité technique est forcée à l'exil. À partir de... peut-être juste pour revenir un petit peu en arrière, mais... je vais vous revenir, mais bon, les expérimentations du comité technique, ça se fait, vous voyez, c'est de 1953 à 1994, donc le comité technique est très, très, très présent durant la lutte. Juste pour vous montrer la manière avec laquelle la pensée en sciences et technologies était présente
dès les années 50, notamment dans la tête de Ronnie Press, l'un des membres du comité technique. Il a écrit un article en 1957 suite au lancement de Sputnik. Dans cet article-là, il pose la question, alors il se demande comment est-ce que la communication satellitaire peut soutenir le mouvement de libération en Afrique du Sud. Alors, très, très tôt, il y a une pensée scientifique et technologique qui se met en branle, qui va être importante pour en venir à le système de communication chiffrée qui va être développé plusieurs décennies par la suite. Et donc, le comité technique a aussi, et ça c'est quand même important de le mentionner, il a été très impliqué dans le développement et l'appui des questions radiophoniques. Donc ça a été très, très bien documenté dans la littérature scientifique. Donc, ce n'est pas quelque chose sur laquelle je me penche énormément. Mais je veux juste vous dire que donc toutes les formes de radio, les radios à ondes courtes, hein, qui étaient diffusées à partir de pays africains amis, que ce soit la Zambie, l'Éthiopie, la Tanzanie, le régime de l'apartheid essayait en Afrique du Sud de brouiller les ondes. Alors, c'est un peu dans ce contexte-là que Ronnie Press, encore notre ami Ronnie, va penser à créer des bombes à trac. Et les bombes à trac, c'est en fait des petits dispositifs des dispositifs sonores qui vont faire propulser dans les airs une panoplie de pamphlets qui font des appels à la résistance. Et il y a un film qui a été fait là-dessus, qui est basé sur le livre de Tim Jenkin, un peu son autobiographie, qui s'appelle Escape from Pretoria. Et c'est avec Daniel Radcliffe. C'est sorti à la fin des années 2019, donc c'est quand même assez récent, juste un peu avant la pandémie. Et donc, dans les premières minutes là, du film, on voit justement l'explosion de ces bombes à trac, qui était un outil de communication. Et donc, ça, c'était quand même assez innovateur là, comme petit dispositif. Ensuite, là, je vous fais juste un peu vous présenter rapidement là, certains des autres artefacts là, qui ont été créés par le comité technique. Ronnie Press a également essayé de développer une radio à travers un crayon pour communiquer avec Nelson Mandela qui était en prison. Alors, le crayon fonctionnait super bien, ils l'ont testé. Par contre, la personne de la Croix-Rouge qui était supposée de l'amener à Nelson Mandela n'a pas réussi à l'amener. Donc, ce projet-là a un peu échoué, mais donc, il y avait vraiment, il y avait un foisonnement là, de pensée communicationnelle et technologique. Et on en vient au réseau de communication chiffrée qui a utilisé dans les années 80 un outil que l'on appelle, en fait, la télématique. Hein, et notamment Prestel. Donc, Prestel était un service qui avait été un service commercial là, qui avait été fourni par le British Post Office. Et ça fut un échec commercial, Prestel. Un complet échec commercial, ça a duré, je pense, 3 ans. Par contre, ça a donné l'idée à Tim Jenkin et Ronnie Press d'utiliser le téléphone et les ordinateurs, donc combiner les deux. Et donc, de Prestel au réseau de communication chiffrée, là je vous montre un matériel d'archives qui s'appelle le Coder Program. Donc, c'est l'une des nombreuses versions du réseau de communication chiffrée qui a été développée. Et donc, on voit, ça utilisait DOS. Alors, F1, load message. F4, encipher message.
Donc, ça, c'est des archives que j'ai prises de Tom Jenkins, là, mais on voit très bien comment ça a été, en fait, l'évolution de ce système-là. Et je vais finir sur en fait, le rôle des femmes, parce qu'elles ont été essentielles pour opérer et utiliser le système de communication. Et ce que j'ai voulu faire, parce que jusqu'à maintenant, en fait, ce que je vous ai décrit, puis c'est pas ce que j'essaie de faire dans le livre, mais là, dans une présentation courte, c'était difficile de ne pas se concentrer sur les développeurs. Mais ce que j'essaie vraiment de faire, c'est de décentrer les seuls développeurs en me concentrant sur l'infrastructure humaine qui a été plus que pertinente dans le réseau de communication chiffrée. Alors, je veux rendre visible la contribution des femmes et aussi elles n'ont rien écrit, elles n'ont pas laissé de traces écrites de leur contribution. La seule trace, c'est en fait, c'est l'histoire orale, c'est à travers les entretiens que j'ai faits. Donc, raison de plus pour rendre visible leur histoire à travers leurs mots, leurs paroles qui me racontent ce qu'elles ont fait. Mais aussi la très belle solidarité internationale parce que les Canadiennes et Canadiens, les Néerlandais, Néerlandaises qui ont participé, hein, qui ont été en solidarité avec ce réseau-là, c'était principalement des femmes qui ont passé 15 ans, 20 ans de leur vie à supporter la lutte. Donc, c'est exceptionnel. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, en conclusion, donc, en fait, l'importance d'une infrastructure fugitive, donc, elle réside dans la politique qu'elle permet de mener plutôt que d'essayer de mesurer l'impact qu'elle a eu sur un système politique. Alors, les infrastructures fugitives mises en place par le comité technique n'ont pas mis fin à l'apartheid par elles-mêmes. Ce n'est pas ça qui a été décisif. Là. Mais ce qu'elles ont fait, et c'est là où réside leur importance, c'est qu'elles ont permis une politique infrastructurelle de résistance et de solidarité d'exister et d'opérer de manière clandestine. Et donc, ces politiques de possibilité font partie de ce qui rend les infrastructures fugitives si importantes d'une génération à l'autre. Alors, à chaque époque, hein, lorsqu'on est confronté à des infrastructures de domination, des infrastructures fugitives peuvent être créées pour rappeler aux personnes que des alternatives à la domination peuvent être créées, vécues et qu'un monde alternatif peut être élaboré. Donc, les infrastructures de la suprématie blanche ne sont malheureusement pas un vestige du passé et elles sont bien vivantes aujourd'hui et continuent de faciliter le fascisme, le racisme, le patriarcat et d'autres formes de colonialisme qui reposent principalement sur le spectacle et la force brute. Et dans ce... Pardon, mon téléphone sonne. Donc, dans ce contexte, les infrastructures fugitives, y compris les formes de fugitivité numérique, hein, d'opacité numérique, c'est des termes qui commencent à émerger, sont construits et utilisés aujourd'hui par celles et ceux qui en ont le plus besoin, en s'appuyant sur la solidarité transnationale, le subterfuge, mais aussi la confiance entre les individus. Alors, en rendant visible et en reconnaissant et en valorisant les traditions, ces traditions hein, qui sont issues des résistances radicales noires, caribéennes et africaines, mais pas uniquement, nous pourrons mieux comprendre comment résister à l'oppression dans le futur. Alors voilà. Merci, merci. Merci aussi d'avoir respecté le temps. C'est parfait. On a à peu près 35 minutes pour discuter. Alors, questions, commentaires, n'hésitez pas si vous êtes en ligne, vous pouvez, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde en ligne, donc n'hésitez pas à ouvrir votre micro, bien utiliser le chat et puis Hélène nous fera signe.
Alors, questions, commentaires aussi dans la salle? Une question. En fait, c'est ce concept d'infrastructure fugitive qui m'intrigue beaucoup parce que il y a comme une sorte de double sens, c'est-à-dire d'une part la fugitivité j'allais dire des usagers du dispositif, c'est-à-dire qui cherchent à échapper à l'oppression et à la répression. Mais d'autre part, l'infrastructure elle-même est fugace, c'est-à-dire qu'elle a un côté, comment dire, éphémère, d'une certaine façon, et fragile. Alors, est-ce que c'est complètement assumé, ce double sens? Assumé par moi ou assumé par... Oui, parce que je pense que tu t'appropries le concept, donc comment toi tu le conçois, justement? Oui, absolument, absolument. Puis, j'en ai pas, je pense que le double sens, il est présent. Donc, et je pense que c'est ce à quoi j'essaie de tendre, là. Donc, que le concept de fugitivité, c'est ça, il est à propos de tenter de ne pas être surveillé, de ne pas être surtout le surveillé, mais aussi arrêté par l'apartheid, parce que les risques qu'ils ont pris et prises pour être en mesure de développer, mais aussi d'opérer ce réseau de communication chiffrée, il est important. Hein, la vie de personnes était en danger. Donc, oui, au niveau de la fugitivité, oui, c'est un aspect. Et l'autre aspect de cette infrastructure plus fugace, je l'avais peut-être moins compris dans le sens de la fugitivité. Donc, ça, c'est quand même intéressant de comprendre disons, le côté éphémère de l'infrastructure fugitive. Moi, je voyais ça comme un autre caractère ou une des qualités ou une des caractéristiques d'une infrastructure fugitive. Mais peut-être que c'est ça, mais peut-être que oui, c'est ça. Ce côté éphémère-là fait vraiment partie de la fugitivité d'une infrastructure. Et donc, c'est ça, il y a une belle double invisibilité ou une belle double invisibilité dans un sens de l'infrastructure fugitive. Voilà. Ouais, ça m'intéresse beaucoup parce qu'en fait, c'est cette idée de fugacité qui est légèrement, disons, distincte, en tout cas, du terme de fugitivité. Donc, comment tu définirais fugacité? Parce que... la fugacité, c'est l'impermanence, oui, c'est le caractère, comment dire, difficile à saisir, en tout cas, quelque chose qui est transitoire, tu vois, c'est dans ce sens-là. Et parce que ça me fait penser, si tu veux, un peu au campement, tu sais, le principe du campement, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est vite monté, vite démonté, qui peut se déplacer, et donc qui est susceptible finalement d'être moins facile à encadrer, moins facile à, comment dire, oui, et moins facile à bloquer et à empêcher, puisque justement, il y a un caractère relativement léger des moyens utilisés qui permet de reconstruire si on est défait. Tu vois ce que je veux dire? En fait, littéralement, je pense à ça. Je pense à des campements, par exemple, qui surgissent quelque part et qui peuvent ensuite se déplacer. Voilà. Je vois un parallèle entre ces infrastructures techniques et puis... ouais, non, mais... Ouais, il faudrait voir, je ne sais pas si justement ce concept de fugacité, là, s'il a été utilisé pour
pour caractériser des infrastructures ou comment on l'aborde dans la littérature scientifique. Ça serait intéressant justement d'aller... Je ne sais pas comment, en anglais, comment ça résiste à la traduction, en fait. Parce que... Ouais, mais je vais creuser là-dedans. Oui, merci. Vincent. J'ai une question qui peut-être poursuit un peu cette discussion-là, c'est sur cette notion d'opacité que tu mentionnes. C'est une notion qui est bien discutée dans la littérature postcoloniale, Édouard Glissant, par exemple, et dans lequel il y a un autre sens. T'sais. Il y a un sens qui est plus épistémologique, une non-traductibilité, un refus de dévoiler, un refus de la communication à certains points. Donc, c'est un sens qui n'est pas juste infrastructurel, qui n'est pas seulement technique, mais qui est vraiment qui a trait à ne pas se laisser traduire par le pouvoir colonial. Donc, est-ce que ça parce que tu utilises ce concept-là, qui est un concept postcolonial bien connu, donc est-ce que tu y vois un lien là ou c'est juste opacité au sens technique de ne pas être détecté? Ça, c'est ma première question. Puis ma deuxième, c'est plus... La deuxième est un peu plus intéressée parce que j'ai moi-même un livre sous production dans une presse sur la question qui investigue un peu la question des circulations sud-sud en termes de technologie, satellite en particulier. Et donc, j'avais une question. Est-ce qu'il y a ce contexte géopolitique-là, par exemple, dans mon cas, c'est Inde-Afrique, tu sais, beaucoup, mais je sais qu'il y a d'autres exemples, est-ce que, à travers l'histoire, est-ce qu'on peut restituer cette histoire-là dans un contexte, parce que les exemples que tu as donnés sont assez occidentaux, néerlandais, britanniques, canadiens, mais est-ce qu'il y avait une forme de... est-ce qu'il y avait une forme de solidarité sud-sud qui était active dans le transfert de technologie, dans la manière dont on peut développer des formes alternatives de technologie d'infrastructure face au Nord, ou est-ce que c'est vraiment toujours avec des pays du Nord que se faisait cette résistance-là? C'est un peu... Oui, deux très belles questions, merci. Au niveau de l'opacité, oui, de glissant, oui, absolument, je connais, mais je n'utilise pas. Pourquoi? La question demeure. Mais je pense que j'avais vraiment envie de travailler ce concept de fugitivité plus que d'aller chercher le concept d'opacité parce que justement, il est quand même bien, travaillé dans la littérature scientifique. Et même que, là, j'ai oublié le nom de l'auteur, mais il n'y a pas si longtemps, là, il y a un livre justement sur l'opacité numérique qui est sorti. Donc, je trouvais que ce travail-là avait été fait. C'est un beau travail qui avait été fait. Alors, peut-être que, par exemple, dans le livre, je pourrais définitivement le mettre en relation. Je pourrais le mettre en relation, mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas fait ce travail-là. Je pensais que c'est toi qui l'as utilisé tantôt, le concept. Fait que je pensais qu'il fallait demander. Oui. Non, c'est un concept qui existe, le digital opacity. Ça existe. Donc, je connais le livre, je parlais dans ta présentation, tu utilisais le mot opacité. Donc, je me demandais si c'était juste rapidement en passant. C'était rapidement au passage. C'est ça. Pour trouver un synonyme, là. C'est ça. Puis, au niveau de la deuxième question, ben, c'est une très, très belle question, là, très, très belle question de solidarité sud-sud. Ben, c'est certain que les pays africains étaient très présents et ont soutenu le mouvement de libération, notamment au niveau de la radio. Et c'est là où ils étaient présents. Et donc, comme je l'ai dit un peu en fin de présentation, je regarde moins cet aspect de la radio. Pourquoi? Parce qu'il a été très, très bien fouillé dans la littérature scientifique. Et alors, en fait, c'est beaucoup des Sud-Africains et Sud-Africaines qui étaient en exil dans des pays occidentaux, pour différentes raisons. Des fois, beaucoup des raisons stratégiques, les anciens liens coloniaux
avec les Pays-Bas et la Grande-Bretagne. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de Sud-Africains et Sud-Africaines sont partis en exil dans ces deux pays-là. Donc, au niveau de solidarité Sud-Sud, c'était là, mais un peu moins au niveau technologique. Au niveau technologique, là, les développeurs, là, notamment les deux Sud-Africains que je mentionne beaucoup, Tim Jenkin et Ronnie Press, étaient en exil aux Pays-Bas. Puis c'est justement avec le développement technologique en Grande-Bretagne qu'ils sont allés se ressourcer. Donc c'est ça. Mais, par exemple, la Zambie était là, elle accueillait l'ANC, le leadership de l'ANC. Donc, la solidarité était très présente, un peu moins au niveau technique et technologique. Et quand je regarde dans les archives, en fait, ce que l'on dit, c'est il y a les cadres supérieurs de l'ANC, là, si on utilise un peu leur vocabulaire, les leaders, étaient très, très, très suspicieux de la technologie. Très, très, très suspicieux. Donc, ça leur a pris beaucoup de temps à comprendre la valeur ajoutée de la technologie. Donc voilà. Oui, on va prendre 2 questions en ligne. Donc d'abord Stéphane, puis ensuite Laurence, et puis ensuite je me donnerai la parole. Oui, Stéphane. Ben, Laurence avait levé sa main en premier. On ne t'entend pas très bien. C'est nous, là. Non. Ouais. Tu peux recommencer? Laurence avait levé sa main. Oh, pardon, je ne la vois pas dans l'ordre. Vas-y, Laurence, je t'en prie. Ok, ça me dérangeait pas d'attendre. Merci beaucoup. Donc, je me présente, je suis Laurence Lejeune, je suis doctorante au doctorat STS. Donc, je ne suis pas du tout, c'est pas du tout ma spécialité, votre présentation, mais j'ai trouvé ça fascinant. Il y a deux questions que je voudrais poser, ou peut-être éclaircir des points que j'ai peut-être pas bien compris. Le premier point, c'est, vous avez mentionné à un moment donné l'importance de l'individu au cœur de l'infrastructure, c'est-à-dire qu'il faut aller au-delà de la technologie elle-même, des processus, etc., et bien comprendre que sans l'individu, l'infrastructure ne sert à pas grand-chose. Donc, je voudrais juste avoir un petit commentaire sur ce point et comprendre à quel point cet aspect est important, ou comment vous êtes arrivé à cette conclusion-là. Ça, c'est le premier point. Et pour rejoindre un peu ça, vous avez aussi mentionné que les femmes sont d'une certaine manière moins visibles dans leur réalisation, probablement parce qu'elles ne laissent pas de traces, si j'ai bien compris, peut-être pas d'écrit, etc. Et moi, ce qui m'intéresserait, parce que je pense que toute personne peut constater qu'effectivement dans l'histoire ou même dans notre présent, c'est quelque chose qui est pas anodin qu'est-ce qui fait qu'on laisse moins de traces peut-être dans l'histoire quand on est une femme, et ou tout du moins, s'il y a des traces, elles sont peut-être d'un autre genre qui ne sont pas étudiées ou pas comprises. Donc je voulais juste comprendre, avoir un peu vos commentaires aussi de ce point de vue-là. Comme faut-il faire plus d'efforts, où il y a peut-être d'autres types de formes de traces qu'on peut aller chercher. J'imagine que plein de gens ont étudié ça, et j'avoue que je ne connais pas, donc ça m'intéresserait d'avoir votre point de vue là-dessus. Merci pour vos 2 questions. Alors, par rapport aux personnes, considérer les personnes comme des infrastructures, en fait, ça provient directement d'un article scientifique par Abdou Malik Simon, qui en fait, est un chercheur, ou était un chercheur qui était basé en Afrique du Sud. Là, je crois qu'il est retourné en Angleterre, si je ne me trompe. Mais il a sorti un magnifique article qui porte le titre de « People as Infrastructure », donc les gens comme infrastructure. Et lui, ce qu'il montre, c'est en fait, à Johannesburg, il dit que, par exemple, quand certaines infrastructures gouvernementales, notamment institutionnelles, ne fonctionnent plus, c'est les individus qui, en fait, deviennent, dans un sens,
qui remplace un peu les infrastructures qui ne fonctionnent plus du gouvernement. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là que moi, je suis allée puiser dans le concept de personnes comme infrastructure pour élargir notre compréhension de ce que c'est une infrastructure. Donc, ça, c'est peut-être un premier commentaire sur la première question. Sur la deuxième question, alors en fait, ce que j'ai vraiment essayé de faire, comme je l'ai mentionné, c'est j'essaie de décentrer les développeurs technologiques pour pas qu'on ait uniquement, encore une fois, une histoire en sciences et technologies qui est des programmeurs. Alors, ce que j'essaie de montrer, c'est que pour opérer ce système, pour utiliser le système, on avait besoin, les femmes étaient là et les femmes étaient, elles ont été invisibles pendant très longtemps. Pourquoi? Parce que on considérait aussi la fonction de communication comme étant moins importante. Ça avait moins de valeur. C'était pas comme être sur le front avec un fusil AK-47. Donc, ça n'avait pas la même valeur de faire le travail communicationnel. Mais ce que je montre en valorisant leur participation, c'est qu'elles étaient essentielles et qu'elles ont pris des grands risques au péril de leur vie, elles aussi. Et c'est notamment grâce à l'histoire orale donc à travers des entretiens que j'ai fait avec elles, que je suis en mesure de valoriser ce qu'elles ont fait. Et également, quand je faisais les entretiens avec ces femmes, c'était systématique. Elles me disaient que leur contribution, elles minimisaient leur contribution. Alors moi, non, ce que j'ai fait, c'est pas très important, ça n'a rien changé. Alors c'est aussi contrer un peu ce discours-là comme une infériorisation qui est internalisée, là, et de valoriser ce qu'elles ont fait. La pratique qu'elles ont fait est exceptionnelle. Donc, et s'inscrit très bien dans un courant des études en sciences et technologies féministes aussi. Merci. Stéphane? Dans le chat. Okay. Qu'est-ce que Stéphane nous dit? J'aimerais savoir si Sophie a documenté des contacts généalogiques ou générationnels entre le comité technique et les mouvements hackers. Par exemple, aux Pays-Bas des années 90, qui étaient très actifs à ce niveau-là. Ou à l'inverse, y a-t-il eu des contacts entre des techs plus politisés, par exemple marxistes ou socialistes, dans les années 50-60 et le comité technique? Oui, merci Stéphane pour ta question. Donc, au niveau des contacts généalogiques ou générationnels, bon, c'est certain qu'on est dans un contexte de lutte de libération. Alors, c'est certain que les développeurs techniques étaient très occupés. Très occupés. Ils faisaient ça, ils ont dédié leur vie, ils travaillaient comme des forcenés 20 heures par jour. Donc, en fait, la réponse à ta question, c'est non. Il n'y a pas eu de contact direct avec des mouvements de hackers dans les années 90. Il y en a eu par après. Donc, par après, quand notamment Tim Jenkins s'est auto-identifié comme étant un hacker, mais un bon hacker. Et là, en commençant cette auto-identification comme hacker, on a commencé à l'inviter dans des conférences de hackers. On lui a décerné des prix dans des grandes conférences de hackers pour le remercier de ce qu'il avait fait.
Et aussi pour lui dire qu'il faisait partie de la grande famille du mouvement des hackers, parce que quand je lui ai posé la question si à l'époque il se considérait comme un hacker, donc il m'a dit qu'il était moins conscient de l'existence de ces mouvements. Mais c'est vraiment par la suite que là, il s'est auto-identifié comme étant un hacker. Mais quand on regarde sa pratique, c'est une pratique de hacker. Ça, c'est clair. Et lorsqu'il il a été invité par un groupe, un groupe de hackers en Allemagne en 2018, et donc, par l'intermédiaire de ces hackers, en fait, il est allé rencontrer Julian Assange dans l'ambassade de l'Équateur quand il était là. Et donc, il a eu un entretien avec lui. Donc, quand je lui en ai parlé, alors il me disait que la première chose qu'il a faite avant même d'aller de rencontrer Julian Assange, il est allé voir comment Julian Assange pourrait potentiellement s'échapper sans être vu de l'ambassade équatorienne. Alors ça, je trouvais ça très rigolo. Donc, c'est ça. Alors, pour répondre à ta question, en gros, c'est à l'époque, non, pas de connexion avec des groupes de hackers, mais par la suite, oui. Merci. Je vais me donner la parole. OK. M'entendez-vous? Oui. Oh, OK. Je veux juste dire merci, puis je suis content. La présentation, c'est la première fois que je la vois en français aussi longue. Fait que, en tout cas, je vais m'arrêter là, puis on se parlera plus tard, mais c'était super cool. Merci. Merci Stéphane. OK. Petit commentaire déjà, je trouve intéressant, merci pour la présentation, je trouve vraiment intéressant parce que ton travail donne une visibilité à une histoire méconnue de développement technologique et donc à de l'innovation technologique, on peut l'appeler comme ça, et aussi une visibilité à des innovateurs et des innovatrices qui sont peu reconnus. Alors, il y a ce double phénomène. Sur l'infrastructure, je trouve intéressant que ce réseau de communication chiffrée que tu nous exposes, qui a l'air vraiment bricolé, mais en même temps qui est très sérieux, qui fonctionne, il prend appui sur, tu évoquais Prestel, la télématique des années 80, donc quelque chose de commercial, étatique, qui ne vient pas du tout des mêmes acteurs. Et ça m'a fait penser à la nature fondamentalement hybride de l'innovation. Ça m'a fait penser à l'ISTAR et cette idée que l'infrastructure prend appui sur une base installée. Et là, tu montres comment, par ses acteurs, par son contexte d'usage, elle acquiert une dimension totalement différente. Mais elle prend appui sur quelque chose quand même qui est là. Donc, elle ne vient pas de nulle part. Et là, je me demandais, parce que tu as beaucoup insisté sur la dimension, enfin, pas beaucoup, mais tu nous as dit que c'était éphémère, il y a une dimension un peu fugace. Je me demandais, ça m'a interrogée sur les possibilités de reprise ou de réutilisation de ce réseau-là. Est-ce qu'il a été repris ou est-ce qu'il a fait des petits? Est-ce qu'il y a d'autres contextes qui l'ont mis à profit? Ça, c'est ma première question. La deuxième, elle porte sur les opératrices, les utilisatrices du système. Tu as commencé à y répondre. Et tu as répondu en particulier sur pourquoi ça n'a pas été documenté là, par rapport au rôle des innovateurs. Et puis c'est vrai que c'est connu, les innovateurs, les développeurs occupent beaucoup les travaux des chercheurs, chercheuses, pas juste en STS d'ailleurs. Et ça interroge sur la contribution politique, en fait, dès lors qu'on innove ou qu'on participe à du développement technologique, mais qu'on n'est pas sur le terrain et pas dans le code, mais qu'on est derrière, par exemple, l'écran ou simplement à manipuler. C'est quelque chose que j'observe moi-même dans un terrain. Et je me demandais, est-ce que tu peux nous donner des exemples un peu concrets sur la manière dont ces utilisatrices-là, ces femmes-là, ont contribué à faire exister ce réseau? Concrètement, quelle forme ça a pris? Parce qu'au-delà de dire
à partir du moment où on l'utilise, ça le fait exister? Est-ce qu'il y a eu d'autres actions concrètes qui illustrent un peu leur action? Oui. Donc ça, ben, le commentaire sur l'hybridité, là, il est très important et ça, je l'ai beaucoup moins travaillé. Donc ça, c'est quelque chose dans lequel je veux davantage travailler pour le livre parce qu'il est central, il est essentiel. Donc, merci pour ça. Là, c'est un bon rappel pour ce que je dois faire. Je me mets moi-même une note. Donc, par rapport à la question sur comment, en fait, le réseau a été repris ou pas, donc il y a eu une certaine... bon, il n'y a pas eu une institutionnalisation du réseau. Par contre, il y a eu une institutionnalisation des connaissances techniques qui ont été apprises. Donc, une fois que le gouvernement démocratiquement élu en Afrique du Sud, et donc une fois que c'est fait en 1994, sous Nelson Mandela, Tim Jenkin devient le responsable de toute la branche technologique pour l'ANC. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il met en fait tout le monde sur des courriels. Alors, il écrit des courriels à tout le monde. Ça peut paraître, si on est en 94, donc ça peut paraître anodin, mais c'est quelque chose d'assez important qu'il fait. Et c'est lui qui branche le réseau, le réseau en fait de tous les ministères. Donc, il est responsable de faire ça. C'est ça, c'est lui qui est responsable d'installer toute l'infrastructure technologique de l'ANC. Donc, ça, c'est ça. Donc, parce que sinon, le réseau de communication chiffrée, il a pas été repris comme tel. Donc, c'est plus au niveau des connaissances techniques qui ont été... il y a eu un passage des apprentissages, en fait. Et par rapport aux opératrices, alors, comment elles ont fait exister le réseau de communication chiffrée? C'est un peu ça, là, la question. Elles étaient, en fait, c'était elles qui, je vous ai montré quelques photos, elles étaient dans des maisons, elles étaient dans des maisons sûres. C'est des maisons, on appelle les maisons sécurisées, là, de cette manière. Elles étaient devant des ordinateurs et elles recevaient des flux constants d'informations. Et elles les déchiffraient, elles les lisaient et là, elles devaient décider qu'est-ce qui devait être fait avec cette information. Donc, est-ce que, par exemple, est-ce qu'il y avait une demande, si elles étaient à Johannesburg ou si elles étaient à Durban, si elles avaient une demande du centre névralgique de l'ANC pour rédiger un pamphlet mentionnant tel aspect, tel aspect. Elles allaient aller rédiger le pamphlet. Elles allaient faire en sorte de prendre les actions pour que le pamphlet soit diffusé. Donc, il y avait véritablement plusieurs actions qu'elles prenaient pour faire en sorte que les décisions qui soient prises et transmises soient que quelqu'un et quelqu'une agissent sur ces demandes. Aussi, par exemple, lorsque l'une des versions du réseau de communication chiffrée impliquait qu'une personne aille prendre l'enregistreuse, en fait, quand il y avait un message qui était enregistré, un message de bip, donc une des femmes devait aller à un téléphone public le plus proche, donc elle devait voyager et téléphoner dans un téléphone public qui est à l'extérieur, téléphoner à Londres et faire passer le message. Donc, elle prenait des risques en se voyant mettre l'enregistreuse proche du receveur, en passant plusieurs minutes
en faisant ça, en faisant ce mouvement. Donc elle prenait vraiment des risques importants. Et même parfois, elle devait, si elle n'utilisait pas des téléphones publics, ce qui arrivait parfois, c'est qu'elle pouvait, elle pouvait rentrer dans un bureau de manière illégale en ayant fait ce qu'on appelle du lockpicking, donc du crochetage de serrure. Et s'installer un téléphone public, utiliser un téléphone privé et faire passer un message. Donc, elles avaient vraiment des grandes habiletés techniques aussi, que certaines avaient appris à Cuba, que certaines avaient appris aux Pays-Bas. Donc, elles avaient été formées un peu partout. Merci beaucoup. C'est vraiment beaucoup plus que des administratrices. Oui. Des opératrices. Oui. Il y a 20 ans, oui. Une petite question. Tu as mentionné des références à la poétique des infrastructures ou la promesse d'infrastructure. Quelle forme ça prend dans un... C'est souvent, cette promesse-là est associée à des infrastructures qui sont assez visibles ou qu'on essaye justement de mettre... Ça contraste un peu avec notre idée d'infrastructure comme étant cachée, mais dans ton cas, c'est assez caché. Donc, quelle forme ça prend et comment ne pas, dans le fond, romancer trop? C'est quoi la poétique d'une telle infrastructure? C'est une question difficile, mais non, j'ai pas de réponse non plus, évidemment. Je suis juste curieux de t'entendre. Je ne sais pas. Il n'y en a pas. Elle est dure. Oui, c'est le doigt dessus. Oui, c'est ça. Je ne sais pas parce que c'est certain que les termes de Brian Larkin sont magnifiques, là. Et donc, je reprends je cite son article, mais je ne reprends pas nécessairement son terme de poétique, là. Promesse, disons. La promesse de l'infrastructure fugitive, c'est d'un monde meilleur. C'est justement cette idée de la fugitivité qui est une forme de liberté dans un tiers-lieu. C'est comme, c'est ce que l'on appelle un aspect liminaire, là, comme le tiers-lieu. Donc, c'est là où il y a une possibilité de liberté, donc de poétique peut-être, dans un contexte où est-ce qu'il n'y a pas de liberté. Donc, peut-être que ça serait là. Mais c'est bon de réfléchir à ça. Ouais. Je vais juste faire du millage sur l'idée d'hybridité que tu dis, parce que finalement, toi, tu parlais d'hybridité par rapport au caractère existant de l'infrastructure, surtout. Aussi au niveau des contextes d'usage, de l'infrastructure commerciale. Oui, c'est ça. Et on pourrait rajouter au moins deux autres dimensions d'hybridité. Évidemment, la dimension, je dirais, de la matérialité, la forme de matérialité, parce que, en fait, je comprends que si on prend le comité technique plus largement, c'est-à-dire leur modalité de circulation d'informations impliquait non seulement des dispositifs numériques, électroniques, mais également avec la bombe à tract, des dispositifs disons, qui utilisaient la forme physique du message. Puis il y a une autre dimension aussi, c'est par rapport à leur idée que c'était leur Internet, leur Internet privé, on va dire. Mais c'est qu'en fait, dans cet Internet, je comprends que les opératrices étaient en fait des routeurs, de toute façon, des routeurs humains. Ah, ça, c'est bien! Ah, ça, j'aime ça! Oui! Oui. Ça me frappe vraiment, parce que c'est un élément, disons, un composant du dispositif qui ensuite s'est retrouvé automatisé, dans les protocoles. Mais en fait, il y avait ce côté de commutateur, là, qu'elle remplissait ce rôle de commutation qui existait au début, d'ailleurs, du réseau téléphonique. Donc, c'est ça, c'est fascinant à quel point, effectivement,
leur dispositif est hybride à bien des égards. Ah oui, les routeuses humaines, si ça se dit, comme les ordinatrices humaines. Ah, j'aime ça, merci. Alors moi, ça explose dans ma tête. Là. Merci, je pense qu'on s'approche. En fait, il est 14 heures. Alors, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup Sophie Pellier. Et puis, merci beaucoup aux participants, participantes. Merci.